Chapitre, et dans cette vidéo, nous allons présenter brièvement certains aspects très importants de la programmation, qui est la construction d'objets qu'on va appeler variables. On va se passer donc dans toute cette leçon sur la notion de variable et d'objet en Python 3. Si l'on regarde un peu, nous allons présenter essentiellement ce qu'on appelle des variables, la façon d'écrire ces variables, les expressions associées à ces variables, et puis nous allons voir en fait des objets assez simples comme les entiers, donc integer, int, les flottants, les nombres à virgule, float, et puis les chaînes de caractères, string, str. Finalement, si on y réfléchit un peu, ce qu'on va appeler en informatique une variable, ça va être un nom de variable. Par exemple, je vais créer une variable qui s'appelle petit a ou petit x. À cette variable, on va attacher une valeur. Mettons si je dis que x égale 2, ça veut dire que 2 est la valeur qui va être affectée à la variable x. Ensuite, cette variable, elle doit être stockée, et donc elle aura une adresse qui est un emplacement sur le disque dur ou sur la mémoire de l'ordinateur. Ensuite, il faut que l'on précise à l'ordinateur la nature de l'objet, le type de l'objet. Est-ce que l'objet que l'on manipule, c'est bien le nombre 2, l'entier 2? Est-ce que c'est la chaîne de caractères 2? Il faudra que vous compreniez que, alors ici il y a un petit terminal pour que vous voyez, je peux créer une variable qui s'appelle 2. Ici ça veut dire que A est un objet qu'on va appeler un entier. D'ailleurs, si je demande la nature de A, son type, eh bien il me répond que c'est un entier. Comprenez bien que ça n'a pas de lien avec ceci, où là j'ai dit non, que B valait non pas l'entier 2, mais le caractère 2. Alors je vais un peu agrandir. Et d'ailleurs, si je demande ce que c'est que B, il me répond que B est ce qu'on appelle une chaîne de caractères, donc une string str. Et d'ailleurs, on verra dans quelques instants que l'on peut faire un test pour savoir si quelque chose est égal à autre chose. Demandons à Python si A est la même chose que B, donc c'est le signe de double égalité, donc c'est le test d'égalité, et il nous répond que A et B sont deux objets qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. De manière générale, lorsqu'on fait de la programmation en informatique, les variables vont former ce qu'on appelle des objets de classe. Donc en fait, on parle de classe. Vous voyez d'ailleurs que c'est écrit ici. La notion de classe est vraiment hors programme en classe préparatoire en informatique. C'est une nature d'objet. Et ensuite, sur ces classes, on va pouvoir construire des méthodes ou des fonctions qui sont des méthodes de classe. Alors on va commencer par un premier cas, c'est dire que si vous voulez en fait écrire un nom de variable, il y a quelques petites règles à respecter. Lorsque vous avez un nom de variable, ça va être une séquence de lettres et de chiffres, éventuellement d'underscore. Donc je peux créer une variable qui s'appellera ABC 2, 3, 4, mettre un symbole underscore, donc tiré bas, et puis 123. Et appeler ça, et dire que ça vaut 2. Et si l'on demande maintenant ce que c'est que cette chose-là, il n'y a pas de problème, il nous répond que c'est 2. Par contre, attention, si j'écris maintenant, j'essaie d'écrire b égale 4, mais j'ai envie de créer une variable qui s'appelle 3b. Eh bien ça ne marche pas. Il faut absolument que votre nom de variable commence par une lettre. Donc le nom doit toujours commencer par une lettre. Ensuite, attention, la casse, c'est-à-dire le fait qu'une lettre soit minuscule ou majuscule, est importante. Autrement dit, la variable AB est différente de la variable grand A grand B. D'ailleurs, si je demande AB c'est 3 et grand A grand B c'est 4. Et d'ailleurs, si je demande aussi est-ce que c'est la même chose, il me répond que ce n'est pas la même chose. Enfin, il existe des mots réservés qu'il est déconseillé d'utiliser. Donc c'est les mots-clés classiques. On va éviter d'utiliser open, for, while, puisque ce sont des mots qui sont déjà utilisés par le langage Python. Ensuite, je vous déconseille
dans toute l'informatique de définir des noms de variables qui présentent des lettres accentuées, des cédilles ou des espaces ou des caractères un peu spéciaux, puisqu'ils ont souvent en fait un sens bien particulier. Par contre, vous avez tout à fait le droit d'écrire une variable qui s'appelle Toto, qui sera une chaîne de caractères à l'intérieur duquel eh bien, il y a des accents et puis des symboles bizarres. Donc, le symbole de paragraphe, arrobase, le croisillon, je pense qu'on peut aussi, ouais. Et si je demande ce que c'est que Toto, eh bien, ça va être cette chaîne de caractères-là. Justement, comme je vous l'ai dit, il existe un certain nombre de mots qui ont un sens bien précis dans le langage, et donc, il vaut mieux éviter d'utiliser ces mots-là pour des noms de variables. De toute façon, la langue française et la langue anglaise est suffisamment riche pour créer plein de noms de variables. Et par exemple, typiquement, from, ça va être un mot très récurrent, true, ça veut dire vrai, ça va être récurrent, while, et ainsi de suite. Donc, typiquement, ce sont des mots qui vont avoir un sens très précis et qu'il vaut mieux éviter d'utiliser comme nom de variable. Quelques conseils que je vous donne. Il vaut mieux, et c'est tout le blabla qui est ici, utiliser des noms de variables qui sont explicites. Vous allez apprendre à faire des programmes qui sont très longs, et pour écrire en fait une moyenne, plutôt que de les appeler M1, M2 ou M3, bah, vaut mieux l'appeler moyenne, et si vous avez un majorant, bah, vous l'appelez majorant, et ainsi de suite. Mettez des noms de variables qui sont explicites. Finalement, si on réfléchit, on voit qu'en fait, ici, quand j'écris par exemple que petit b égale 1, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, concrètement, le signe égal a un sens qu'on appelle l'affectation ou l'assignation. On dit que on a affecté la valeur 1, l'entier 1, à la variable b. Une fois qu'on a dit cela, on comprend assez rapidement que ce qu'on appelle une expression en informatique, c'est une portion de code que l'interpréteur Python va pouvoir évaluer. Donc typiquement, lorsque j'écris b égale 1, c'est une expression. Et de manière générale, eh bien, lorsqu'on veut faire une affectation, eh bien, on écrira qu'un nom de variable égale une expression. Réfléchissons maintenant à un petit exemple. Pardonnez-moi, je continue. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on écrit que b égale 1? On constate qu'il y a 3 étapes. Première étape, on va évaluer le terme qui est à droite. Ensuite, on va créer un nouveau nom de variable qui s'appelle b. Enfin, on relie les deux. Bien évidemment, cette expression n'est pas commutative, vous n'avez pas le droit d'écrire que 1 égale b. 1 égale b n'a pas de sens. Petite remarque, finalement, lorsqu'on fait le signe d'affectation égale, ce qui se passe, c'est que petit b eh bien, va être affecté de la valeur 1 et du type de 1. Alors le type de 1, c'est un entier. Et donc si on demande le type de b, il répond que c'est un entier. Si maintenant je fais une nouvelle affectation et que je dis que b égale 1,23, et que je demande toujours le type de b, eh bien il me répond que c'est un flottant. Autrement dit, dès lors que je fais la déclaration, l'affectation, l'assignation de valeur, eh bien b va être affecté de la valeur et du typage associé. Alors c'est un problème, en Python, ça se fait en une seule étape. C'est pour ça que l'on parle de typage dynamique. Dans d'autres langages, comme par exemple le C++, eh bien, il faut d'abord déclarer le typage avant de déclarer la valeur. Mais ça, c'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque l'on fait une instruction aussi simple que a égale 2 plus 3? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord calculer la valeur qui est à droite. C'est l'entier 5. Ensuite, on réserve de la place sur l'ordinateur.
on stocke la valeur 5 et on l'associe à la variable a. Imaginons maintenant que l'on ait deux valeurs, a et b, et que l'on souhaite permuter les deux. Donc je dis par exemple, j'ai... de toute façon c'est là. Donc j'ai a égale 3 et b égale 1. Je demande de printer, d'afficher la valeur de a et de b, il me répond que c'est 3 et 1. Supposons maintenant que je veuille échanger les valeurs de a et de b. C'est-à-dire que maintenant je veux que a vale 1 et que b égale 1. Alors naïvement j'aurais pu écrire a égale b, donc b devient, enfin a devient b, et puis b devient a. Si je réaffiche print AB, eh bien, il me répond 1, 1. Et ça, c'est logique. C'est assez logique. Puisque, si on regarde un peu, je vais le faire en même temps. Donc, A égale 3, B égale 1. Et je vais printer AB. Pas de problème, c'est 3, 1. Si maintenant je dis A égale B, et que je fais le print, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais A égale 3. J'ai fait une nouvelle déclaration de la variable A. Elle vaut maintenant la valeur associée à B, c'est-à-dire 1. Mais le 3 a disparu, je l'ai perdu. Et donc si maintenant je dis que B égale A, il va chercher la dernière valeur de A, c'est-à-dire 1. Et donc, ça va être un 1. Si l'on veut faire la permutation, il y a plusieurs méthodes. La méthode, entre guillemets, universelle, c'est de stocker temporairement une variable. Je reviens au départ. A égale 3, B égale 1. Je vais stocker temporairement la valeur de A dans une variable temporaire. Donc je vais maintenant printer les trois variables. Donc 3, 1, 3, c'est logique. Maintenant que j'ai stocké le 3, eh bien je peux remplacer la valeur de A. Je dis que A égale B. Donc maintenant j'ai 1, 1, 3. Et le 3, je vais le chercher dans la variable temporaire, pour B. Donc je dis que B égale la variable temporaire. Éventuellement, si l'on veut gagner de la mémoire, on pourra supprimer. Mais ça, c'est assez anecdotique. Donc vous voyez que temporaire maintenant n'existe plus. Je vais l'enlever. Alors ça, c'est la méthode universelle. Elle existe dans tous les programmes, dans tous les langages. Et puis il y a une méthode qui est assez astucieuse en Python, qui s'appelle la permutation de variables. Donc je dis que A égale 3 et que B égale 1. Et pour faire la permutation en une seule ligne, on va dire que A virgule B, donc c'est la séquence AB, elle vaut B virgule A. Je demande maintenant ce que c'est que A et B. Ça a été, on va dire, permuté. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Donc A valait 3 et B valait 1. Maintenant, c'est l'inverse, ça vaut 1 et 3. Donc ça, ici, c'est cette étape-là. C'est la double permutation, hein, la permutation. Alors en fait, c'est parce qu'on peut faire des affectations multiples et des affectations parallèles. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a le droit d'écrire A égale B égale 3. Dans ce cas-là, ça veut dire que A et B sont finalement à la même valeur. Et puis aussi, on peut faire ici une permutation entre X et Y par cette méthode-là, c'est ce que j'ai expliqué ici. Quelques opérations de base sur les entiers. Donc on a dit maintenant que si j'écris A égale... Si j'écris A égale B, A égale 3, pardonnez-moi, eh bien, A est un objet de type entier, donc c'est integer. Alors il se trouve qu'il y a plein d'opérations que l'on peut faire sur les entiers, et retenez bien parce que c'est très important. On a les opérations de base qui sont bien sûr l'addition, la soustraction, la multiplication, et puis, faisons très attention, si l'on fait une division classique, ce n'est pas une division sur les entiers, c'est une division à virgule, hein, donc c'est une division sur les... ça donne un flottant, donc 1,5.
Alors, c'est pas ce qui nous intéresse, on va revenir sur ça dans quelques instants. On peut faire la puissance, donc par exemple, on peut calculer 2 puissance 3. Et 2 puissance 3, c'est 8. Donc c'est ici, c'est n double étoile, ça veut dire puissance. Maintenant, si on veut faire des divisions sur les entiers, vous avez déjà réfléchi à ça, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Par exemple, on sait que 15, alors je vais juste... ouais. Excusez-moi, juste une chose, LaTeX Online. On sait bien que finalement, 15, par exemple, c'est, si on fait une division par 4, en fait c'est 4 fois 3 plus 3. Alors, je vérifie 4 fois 3, 12, ouais c'est bon. Alors, juste tac, voilà, ça j'en ai pas besoin, voilà. Donc dit que 15 c'est 4 fois 3 plus 3. Si je cherche la division classique, enfin la division normale, pardon, la division avec une simple barre, effectivement 15 divisé par 4 c'est 375. Lorsque j'écris cette écriture, je remarque bien en fait que si je fais une division de 15 par 4 dans le corps des entiers, pardon, dans le corps des entiers, dans les entiers, eh bien 3, ça va être, le premier 3, ça va être le quotient, et puis 3, ça va être, le deuxième 3, ça va être le reste. Alors je vais prendre 14 pour éviter que l'on ait une confusion entre les deux 3. 14 égale, donc voilà. Et donc, si je regarde un peu, j'aimerais obtenir ce 3-là. Alors le 3, c'est simplement le dividende, c'est le quotient de 14 par 4, et donc le quotient entier de 14 par 4 est obtenu par la double barre. Et effectivement, 14 divisé par 4, si on garde le dividende, c'est 3. Si maintenant on veut le reste de la division euclidienne, ça c'est une opération qui est très utile, eh bien c'est pourcentage. Donc 14 divisé par 4, c'est, le reste de la division euclidienne de 14 par 4, eh bien c'est 2. Et c'est une opération qui est très très importante, retenez-la, on va l'utiliser énormément. Maintenant qu'on a créé en fait cette variable entier, on souhaiterait en fait la modifier. Alors il y a plein de façons de modifier une variable. Une première modification, c'est de dire ceci. Quand j'écris A égale 3, et que je printe A, pas de problème, il me répond A, il me répond 3. Si maintenant je dis que A, c'est A plus 1, ce qui va se passer, c'est que Python va aller chercher la valeur précédente de A. Elle vaut 3, il va lui ajouter 1, j'exécute, je demande ce que vaut A, ça vaut 4. Donc ça veut dire que ici, la nouvelle valeur de A, c'est l'ancienne plus 1. Une autre façon d'écrire cette chose-là, ou si l'on veut incrémenter de 1, comme on dit en informatique, eh bien je reprends A égale 3, c'est d'écrire en contracté. Eh bien là, ça veut dire qu'on va augmenter la valeur précédente de A de 1. Et si je demande ce que c'est que A, pas de problème, c'est 4. Ce sont deux façons d'augmenter, par exemple, une valeur de 1 par rapport à une valeur précédente. Poursuivons, on peut faire la même chose avec une soustraction, une multiplication ou une division. Maintenant qu'on a fini les entiers, on passe au flottant. La notion mathématique de réel n'a pas d'équivalent en informatique puisqu'on ne peut pas écrire tous les flottants, enfin tous les réels, avec uniquement 64 bits, puisque ça ne permet pas d'accéder à tous les nombres réels. En plus, R étant en fait infini, entre guillemets, on ne peut pas accéder à des nombres qui sont trop grands. Il y a des limites sur les valeurs. Alors une bonne façon de s'en convaincre, c'est d'aller chercher en fait les caractéristiques de Python, donc import 6, et de demander ce que c'est que 6 info 6 info alors c'est 6 float je crois info. Alors on ne voit peut-être pas, je vais un peu améliorer les choses. En fait il vous dit que lorsque vous avez des flottants, vous ne pouvez pas construire de flottants qui dépassent la valeur de grosso modo 2 10 puissance
308. Pareil, vous ne pouvez pas aller en dessous de 2,2 10 puissance moins 308 en valeur absolue. Et vous avez un écart epsilon entre deux flottants qui est globalement de 10-16. En Python, donc ces valeurs à virgule, on appelle ça des flottants. On notera simplement qu'en informatique, en notation américaine, les nombres à virgule sont notés avec des points, c'est-à-dire que si l'on veut définir un flottant, si on veut noter des flottants, alors je vais un peu améliorer la taille de l'écran, tac. Si l'on veut noter des flottants, eh bien attention, vous devez écrire par exemple A égale 1.23, pardon, 24. Et donc si vous demandez ce que c'est que A, c'est bien sûr un nombre flottant, donc un nombre à virgule. La virgule en Python a un autre sens. Ça va être un séparateur entre des différents éléments d'une liste, par exemple. Donc faites très attention, c'est le point. Alors, ça c'est des subtilités, je vous laisse les lire en fait à tête reposée. Maintenant qu'on a cela, on va essayer de travailler un peu avec des fonctions qui sont prédéfinies. Et pour ça, on va faire une des premières choses de cette année, c'est-à-dire importer, on va dire, une bibliothèque de fonctions. En fait, ce qu'on va faire, c'est que Python vous donne accès à des bibliothèques, des packages, qui contiennent des fonctions prédéfinies. Elles ne sont pas chargées au démarrage, il faut le demander. Donc on va dire simplement, on va importer un module qui s'appelle math. Alors on peut demander ce que c'est que math, help, math. Et il vous dit que math, c'est un module, alors il vous donne une certaine description, et il vous donne en fait les fonctions qui sont intérieures. Par exemple ici, vous voyez qu'il y a la fonction, je dis n'importe quoi, exponentielle. Alors maintenant, comment on l'utilise? Alors pour l'utiliser, donc j'ai importé le module math. Vous pouvez dire par exemple, j'aimerais bien calculer exponentielle de 3. Ah, il répond qu'il ne connaît pas exponentielle. Et c'est tout à fait normal, puisque exponentielle n'appartient pas à Python, elle appartient au module math. Donc ce qu'il lui fallu écrire, c'est dans ce cas-là, math.exponentielle. Et il vous répond que ça fait 20. Tout ça, c'est parce que j'ai importé toute la bibliothèque, et il faut préciser que vous cherchez l'exponentielle à l'intérieur de la fonction math. Pareil, je peux demander ce que c'est que pi. Et on retrouve 3,14. Et puis je peux calculer, par exemple, qu'est-ce que c'est que math.cosinus de pi. Et je suis content, ça fait moins 1. Maintenant, si je n'ai pas envie d'écrire systématiquement math et que j'ai envie d'utiliser quelques petites fonctions, eh bien j'aurais pu écrire from math import, et j'ai envie d'importer essentiellement l'exponentielle, le logarithme de... Alors, le logarithme et puis pi. Donc je peux maintenant dire, qu'est-ce que c'est que exponentielle de 0? Il n'y a pas de problème, j'ai importé directement l'exponentielle, et pas besoin de préciser, c'est l'exponentielle qui est importée depuis math. Donc vous avez ces deux écritures, soit vous importez toute la bibliothèque et vous précisez à chaque fois math. Soit vous importez ce que vous voulez à l'intérieur de la bibliothèque et vous n'avez pas besoin de le préciser. Alors vous noterez juste une chose, ici je peux demander ce que c'est que pi, mais par exemple, il ne sait pas ce que c'est que cosinus puisque je ne l'ai pas importé. Enfin, vous noterez une chose qui est assez anecdotique, c'est que le log ici n'est pas le log décimal, mais le log népérien. En effet, log de 1, log de 1, je dis une bêtise, math, qu'est-ce que je raconte? Log de 1, ça fait... Ah non, c'est le log décimal. Log de exponentielle de 3. Non, c'est bien le log, log de... log de... Ouais, c'est bon.
Ouais, c'est bon. C'est assez bizarre, je fais une erreur, log népérien de 1. Oui, je suis bête, log népérien de 1, ça fait 1. Ça fait 0, pardonnez-moi. Je confonds avec l'exponentielle. Oui, donc c'est bon, donc log de 1. Et par contre, si je veux vérifier que ça marche bien, si je fais log de 10, alors le log décimal de 10, ça devrait valoir 1. Mais attention ici, ça fait 2,3, c'est bien le log népérien. C'est le log népérien. Si j'avais voulu le log décimal, eh bien j'aurais dit que je voulais log de base 10. Et là par contre, log de base 10 de 100, c'est 10 puissance 2, donc ça fait 2. Donc c'est bon. Pardonnez-moi de cette petite erreur. Dernière étape, maintenant que j'ai fait cela, une autre chose très importante après les entiers et les flottants, c'est ce qu'on appelle les booléens. Alors les booléens, c'est simplement la notion de vrai et de faux. En anglais, false et true. Faites très attention, false et true sont quasiment les seuls mots en Python qui prennent une majuscule. Donc on peut demander type false et il vous répond que false est un objet de classe booléenne. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de faire ce qu'on appelle des tables de vérité. Alors il y a plein de façons de le faire. Par exemple, on peut écrire l'expression 1 égale... Alors, on va écrire une expression qui est celle-ci. Le double égal veut dire le test d'égalité. Est-ce que 1 est égal à 2? Non. Donc c'est false. Et d'ailleurs, si on demande à Python la nature de cette expression, eh bien, il vous répond que cet objet, c'est un booléen. On peut aussi demander à Python, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que 1 est supérieur à 2? C'est false. Et on peut même demander la nature de cet objet. Est-ce qu'on peut demander maintenant si c'est inférieur ou égal? Et effectivement, c'est inférieur ou égal. Et donc vous voyez les symboles, inférieur, supérieur, strict, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et puis un autre symbole intéressant, est-ce que 1 est différent de 2? Oui, 1 est différent de 2. Enfin, on peut utiliser bien sûr les opérateurs et, ou et non. Donc par exemple, on peut dire, on va prendre une première expression qui est celle-ci. On va dire true. Un deuxième objet qui est false. Et on peut dire par exemple, qu'est-ce que ça fait A and B? Eh bien c'est oui et non, ce qui veut dire non. Enfin false. Et pareil, on peut dire oui ou non, ça veut dire oui. Et enfin, on peut donner la négation, not, par exemple, on va faire ça, 1 est égal à 2, non, mais on fait l'inverse, ça donne vrai. Voici un certain nombre d'exemples, et ça c'est bien sûr les tables de vérité assez classiques. Je poursuis. Vous avez d'autres exemples ici, je vous laisse les lire. Test très classique, qui est le test de parité. Alors pour savoir si un nombre est un nombre pair ou un nombre impair, on va regarder sa division par 2. On sait par exemple que 2 c'est un nombre pair, 4 c'est un nombre pair, 6 c'est un nombre pair. Si on fait sa division par 2, alors par exemple si on fait la division de 6 par 2, ça vous donne un quotient de 3. Et puis si on fait le reste de la division par 2, ça fait 0, puisqu'effectivement 6 divisé par 2, ça fait 3. Et il reste 0. Donc, on constate que dès qu'on a un nombre qui est pair, le reste de la division euclidienne par 2, eh bien ça fait 0. Ça c'est un test facile pour savoir si un nombre est pair est impair ou impair. Si au contraire, le reste de la division euclidienne par 2, par exemple je prends 17, fait 1, c'est que c'est un nombre impair. Donc par exemple, on prend un nombre A qui vaut 123. On cherche, on ne sait pas que ça vaut 123 et on cherche à savoir si un nombre est pair ou impair. Et bien on va demander à Python quel est le reste de la division euclidienne par 2 et est-ce que le reste de la division euclidienne par 2 vaut 0. Si le reste de division euclidienne par 2 vaut 0, c'est que c'est un nombre entier.
sinon c'est que c'est un nombre impair, pair, sinon c'est que c'est un nombre impair. Donc il nous répond faux, ça veut donc dire que c'est un nombre impair. On pourra bien sûr, par exemple, créer une fonction, très bientôt en Python. Alors je vais le faire, où est-ce que je vais le faire? Bah, tiens, je vais le faire dans Python Online. Start coding, on pourra très vite calculer une fonction. Alors Python, tac, create repl, est-ce que ça marche? Ouais, donc on va se créer une petite fonction en ligne qui va être la fonction def parité. Et on dira def parité de x, et on verra plus tard, alors ça c'est un peu plus tard, hein, if x division euclidienne par 2 égale 0, return la phrase x est pair, plutôt c'est pair, sinon c'est impair. On exécute, et on va maintenant demander print parité de 3. Et il va nous répondre que c'est impair. Et on peut lui demander quelle est la parité de 1000. C'est pair. Donc c'est une fonction très rapide. Poursuivons. Maintenant qu'on a cela, on peut aussi traiter le cas des chaînes de caractères. Une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. Et on va lui affecter une nature d'objet, un type d'objet qu'on appelle string, donc str, ici. On peut demander ici, alors kit, clear, Python. Et on va dire, voilà, on va créer une chaîne de caractères, petit a, qui est coucou. On va demander quelle est la nature de l'objet. Eh bien, coucou est une chaîne de caractères qui est un string, hein, donc une chaîne de caractères. On continue. Ces caractères vont être codés en mémoire selon merde, comment ça s'appelle ça, ASCII Unicode, c'est un système d'encodage. Alors le système d'encodage, il varie suivant les types de logiciels, mais au départ c'était ce qu'on appelle de l'ASCII. Alors, il y a plusieurs fonctions qui sont très intéressantes. Donc un caractère, ça peut être uniquement une lettre. Donc par exemple ici c'est la lettre Z. Alors en fait, ces caractères ASCII, il se trouve en fait qu'ils sont numérotés. Alors je vais vous écrire un petit programme pour que vous voyez ce que ça veut dire. Alors for i in range 200. Alors, on va mettre plutôt, comment je vais écrire ça, ouais, 2, 20. Bon, on s'en fiche. For j in range 10. Ouais, c'est bon. Non, c'est bête. C'est très très bête ce que j'écris. Alors, for j in range 1, print. Print, donc c'est chr de i. Et je vais même mettre le numéro juste avant, et je vais mettre un petit espace. Voilà. Donc vous voyez, en fait, ici, j'ai accès à toutes les lettres. Donc vous voyez, ça commence. Alors le caractère 33, c'est le point d'exclamation. Le caractère 55, c'est le numéro 7. Le caractère 100, c'est la lettre D. La lettre A minuscule, c'est 97. À ne pas confondre avec la lettre A majuscule, qui est 65. Et ainsi de suite. Et vous voyez, après, c'est des caractères de plus en plus compliqués. Vous avez ici la lettre grecque mu, le symbole un quart, les lettres accentuées. Et alors, si on va un peu plus loin, on va reprendre. On va aller entre 1000 et 1200.
Et vous voyez que c'est d'autres caractères qui apparaissent. Ici, c'est des caractères, il me semble, grecs, voire cyrilliques, ici. Et puis des caractères ouais, cyrilliques, je pense, hein, grecs. Je ne connais pas tous les caractères. Après, des caractères un peu bizarres. Mais en fait, on a accès à peu près tous les caractères qui existent sur Terre. Il y a deux fonctions intéressantes en fait lorsqu'on manipule des chaînes de caractères. C'est quel est finalement leur numéro associé au code ASCII. Donc on peut faire les choses dans les deux sens. Pardonnez-moi, juste le temps de simplifier. Python, voilà. On peut faire les choses dans les deux sens. Donc on peut d'abord dire, prenons un caractère, et quel est son numéro dans la table ASCII. Donc c'était la fonction, en fait, ORD. Donc on peut dire quel est le numéro de la fonction de la lettre A. Et normalement c'est 97. La lettre B, c'est 98, et la lettre A majuscule, c'est 65. On peut faire maintenant les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire trouver le caractère à partir de son numéro. Donc par exemple, quel est le caractère 97 ? Et la même chose, on peut chercher des caractères. Alors on va essayer de chercher le caractère 3000, ou plutôt 2000. C'est cette lettre-là. Alors après, on ne va pas trop traîner, mais je pense qu'à un moment, on va commencer à tomber sur comment ça s'appelle, les smileys. Ouais, donc là, on est typiquement dans les smileys. Bon, je vais arrêter de m'amuser. Je poursuis. Il se trouve en fait que ce code ASCII, historiquement, a eu des problèmes puisqu'il était limité à 256 caractères. Depuis, on est passé à des tables qui ont beaucoup plus de caractères. Vous voyez, on arrive à 10 000 ici. Et donc, en fait, c'est typiquement ce qu'on appelle l'Unicode, mais c'est vraiment en dehors du programme. En fait, donc là, c'est la table de caractères, des premiers caractères, hein, vous voyez, entre 32 et 127. Ça contient les principaux caractères de la langue anglaise. Et en fait, il se trouve que maintenant, on a besoin de beaucoup plus de caractères pour tous les fichiers de toutes les langues, et on utilise un autre encodage qu'on appelle l'encodage Unicode, mais c'est totalement en dehors de ce programme, de ce cours. Il se trouve en fait que Python peut facilement convertir entre des flottants, des entiers et des chaînes de caractères. En effet, supposons que j'écrive l'objet A égale 1.23. Eh bien, je peux demander à Python de convertir A en la chaîne de caractères associée. Si je demande ce que c'est que A, si je demande ce que c'est que le type de A, c'est un flottant. Si je demande ce que c'est que le type de B, c'est une chaîne de caractères. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. D'un côté, c'est le nombre à virgule, de l'autre côté, c'est la chaîne de caractères, c'est-à-dire l'ensemble de caractères. Vous allez voir que c'est assez subtil ici. Et puis de la même manière, supposons que j'ai A égale la chaîne de caractères 11, et bien je peux demander à Python de donner son équivalent réel en entier, qui sera ceci. Et si je demande ce que c'est que B, bah B c'est bien un entier, et si je demande ce que c'est que A, eh bien c'est une chaîne de caractères. Alors c'est assez subtil pour l'instant, vous allez voir, vous pouvez me dire que ça ne sert à rien. En réalité ça sert à quelque chose, puisqu'il se trouve qu'une chaîne de caractères, on va pouvoir la sectionner, en prendre les différentes lettres, ce qu'on ne peut pas faire sur un entier. Voilà, tac, c'est parfait. Enfin, depuis le début, j'utilise une fonction très utile qu'on appelle print. Alors, cette fonction print, elle permet d'afficher ce qui est à l'intérieur de ces parenthèses. Alors, typiquement, je peux afficher une chaîne de caractères et je peux afficher le résultat d'une opération mathématique. Vous voyez, 5, Tom Morel. Il se trouve qu'il faut connaître qu'il existe des caractères particuliers. Si on veut une apostrophe, on peut faire alors la barre anti-slash apostrophe. Alors ça, rappelez-vous, c'est l'anti-slash. Pour faire simple, ne confondez pas ceci qui s'appelle le slash, donc la barre de division, avec anti-slash.
Et pour poursuivre, donc je me mets en mode Python. Print. Supposons que je commence une phrase. Cette phrase va être coucou. Et je vais sectionner en deux espaces ici. Donc là, j'ai bien sûr coucou avec un espace. Maintenant, cet espace, je peux l'obtenir de. Enfin, j'aimerais bien que le deuxième coup, eh bien, soit à la ligne suivante. Eh bien, il y a une façon de retourner à la ligne, c'est de mettre le caractère nouvelle ligne, qui est anti/n. Et je peux même rajouter, je rajoute un autre coup. Alors, juste, voilà, tac. Et j'aimerais bien, en fait, maintenant que entre le deuxième coup et le troisième coup, eh bien, j'aimerais bien ce qu'on appelle une tabulation. Eh bien, je vais mettre le caractère de tabulation. Ce truc-là est un seul caractère. Ce truc-là est un seul caractère. Vous voyez que ça a été mis avec une couleur différente. C'est le caractère de tabulation. Alors, tabulation, c'est l'équivalent de quelques petits espaces. Et je peux même dire, alors j'en ai oublié un, c'est tabulation, et puis apostrophe double. Voilà. Alors, je prends un exemple très bête. Supposons qu'on écrive la phrase entre guillemets. Alors, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, c'est important. Une chaîne de caractères sera toujours écrite soit entre deux guillemets, si on veut écrire une chaîne de caractères, soit vous l'écrivez entre deux guillemets, soit vous l'écrivez entre deux apostrophes. Donc, au départ, c'est la même chose. D'ailleurs, vous pouvez demander, est-ce que A et B sont la même chose? Pardonnez-moi. Je recommence. A égale coucou, B égale coucou. Est-ce que A et B, c'est la même chose? Il vous répond que c'est la même chose. Donc, pour l'instant, c'est la même chose. Alors, pourquoi avoir mis deux caractères? C'est très simplement, par exemple, si je vais écrire la phrase j'ai mal à la tête. Eh ben, pour écrire j'ai mal à la tête, vous avez intérêt à commencer avec des apostrophes pour pouvoir mettre la parenthèse, pour pouvoir mettre l'apostrophe ici. Donc vous avez intérêt à commencer avec les guillemets pour pouvoir mettre l'apostrophe ici. Et donc là, il n'y a pas de problème. Mais si j'avais commencé par des guillemets, par des apostrophes, on va arriver, ça pose un problème. Puisque pour lui, la phrase s'arrête après le premier J. Alors il y avait une autre solution, c'est pour être sûr que ça soit non pas le séparateur de chaîne de caractères, mais l'apostrophe, eh bien on va mettre une anti-slash ici, qui est un caractère très spécial qu'on appelle un caractère d'échappement, qui permet de donner un rôle très particulier à la lettre d'après. Et là, il n'y a pas de problème, ici. De la même manière, si je dis entre guillemets, les guillemets, donc guillemets, c'est ça, en fait, c'est bizarre. Alors attendez, j'ai guillemets, c'est ça, pardon. Il ne comprend pas. Maintenant, si je lui mets ça, il comprend que les guillemets, c'est bien ça. Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. L'exemple, je vous laisse le lire en détail. Et puis, pour la fonction print, en fait, elle a ceci de particulier qu'on peut faire beaucoup de choses avec. On peut afficher plusieurs choses. On peut afficher d'abord A, virgule, et il va afficher successivement eh bien, A et B. Et alors, vous voyez qu'en fait, entre les deux, il a mis un espace, et ça, je peux le déclarer. Je peux dire maintenant, moi, j'aimerais bien que le séparateur entre deux choses, ça soit eh bien, 3 tirets. Je peux dire que le séparateur entre les deux, c'est 3 étoiles. On va mettre 2, par exemple. Bon, c'est un peu bizarre comme écriture. Et je peux aussi dire maintenant que le séparateur, alors réfléchissez, qu'est-ce que ça va vouloir dire ici? Le séparateur, c'est le caractère de retour à la ligne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher A et B à la ligne suivante. Donc,
Et puis enfin, je peux mettre quelque chose à la fin de la ligne. Donc je peux mettre par exemple AB, et je vais préciser qu'à la fin de la ligne, j'aimerais qu'il affiche ceci. Alors, je recommence. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il affiche ça comme ça. Tac, tac. Voilà. Tac, voilà. Bon, je vais quitter, je vais recommencer. Voilà. Séparateur, voilà. Je poursuis. Alors, vous pouvez lire en fait ces exemples-là qui sont assez similaires. Enfin, quand vous n'avez pas de... Vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les fonctions. Mais par contre, en fait, il y a quelque chose qui peut vous aider, c'est de demander de l'aide Python. Et bien vous dites help, et vous pouvez demander de l'aide sur tout ce que vous voulez. Donc par exemple, vous dites qu'est-ce que c'est que int. Ben, vous répondent que c'est les entiers, et il vous explique en fait les différentes fonctions sur les entiers. Vous pouvez demander ce que c'est que la fonction print. Et il vous répond que la fonction print va afficher les valeurs avec un séparateur, une fin, et ça vous print les values d'un flux de valeurs. Voilà. Alors, on va s'arrêter très vite et on va juste rajouter que sur ces chaînes de caractères, on va pouvoir travailler. Alors, il y a deux opérations qui sont très importantes, qui sont celles-ci. Tout d'abord, le signe plus et le signe fois n'ont plus le même sens. Par exemple, supposons que j'écrive A égale bon et B égale jour. Ce sont toutes les deux des chaînes de caractères. Alors je les ai mis l'une avec des guillemets et l'autre avec des apostrophes, mais on s'en fiche. Eh bien, A plus B, ça a un sens très important. Ça s'appelle la concaténation. Et bien sûr, cette concaténation qui est la mise bout à bout, elle n'est pas permutative, puisque ce n'est pas la même chose que B plus A, qui donne jour bon. C'est une des opérations les plus importantes en programmation. La concaténation est l'une vraiment des opérations les plus importantes pour des chaînes de caractères. Et de la même manière, la répétition, donc par exemple, si j'écris 3 fois A, bon, en fait on va répéter 3 fois le même chaîne de caractères. Alors, attention, cette fois-ci c'est commutatif, puisqu'en réalité c'est une opération externe. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez m'écrire ça, même si l'usage veut qu'on écrive plutôt 3 fois A. Enfin, une chaîne de caractères, eh bien, ça a une certaine taille, on verra plus tard, c'est le nombre de caractères à l'intérieur. Donc par exemple, on peut demander quel est le nombre de caractères dans bonjour. Et il y a bien sûr 7 caractères. Enfin, et là je vous laisserai le lire chez vous, il existe une méthode en fait qui est assez utile quand on veut faire des choses un peu plus subtiles, qui s'appelle la méthode format, qui est une méthode sur la chaîne string. Alors on va demander en fait ce que c'est, on peut demander à Python ce que c'est que format. Donc format, c'est quelque chose qui fonctionne sur les chaînes de caractères. On vous dit que c'est quelque chose qui va permettre de formater une chaîne de caractères. Alors l'idée est celle-ci. Je veux écrire, j'ai deux objets, A égale 123 et B égale 2,54. Alors par exemple, je veux écrire que 123 est supérieur à 2,54. Eh bien la première façon va être celle-ci. Je vais écrire petit a, espace, virgule, phrase, est supérieur à, virgule, alors B. Bon, ça marche plutôt bien. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir écrire des choses un peu plus complexes.
Typiquement, je veux pouvoir... Alors, il y a cette première façon. Alors, il y a une autre façon, c'est de formater la chaîne de caractères, puisque là, on fonctionne à l'intérieur de print, et on ne peut pas forcément récupérer, on va dire, cet objet-là. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on peut faire ça. On va formater cette chaîne de caractères à partir des valeurs de A et de B. Et on va construire une nouvelle chaîne de caractères, où le premier terme, on va le mettre ici. Après, on va mettre est supérieur à. Et on va dire qu'on va chercher le deuxième caractère. Alors vous remarquez que j'ai dit premier caractère et deuxième caractère, et j'ai écrit 0 et 1. C'est tout à fait logique, puisqu'en informatique, on commence à compter toujours à 0. Et vous voyez, j'ai bien marqué 123 est supérieur à 254. Alors cette méthode format, elle a un avantage, c'est qu'elle peut aussi faire des opérations sur vos nombres, par exemple. Ici, je peux par exemple dire que pour mon nombre 2,54, eh bien j'aimerais qu'il n'y ait qu'un seul chiffre après la virgule. Et pour cela, je vais dire ceci. Vous voyez que vous avez 2,5. Je peux même dire que j'aimerais qu'il n'y ait 0 chiffre après la virgule. Et il va arrondir au chiffre, à l'entier le plus proche. Vous voyez? Et on peut faire vraiment des trucs assez formidables. Par exemple, en physique, on va pouvoir finalement formater un résultat sous notation scientifique. Donc par exemple, j'écris que A vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'aimerais l'écrire en notation scientifique. Eh bien, je vais écrire. Alors, je vais écrire en notation scientifique. Ouais, c'est ça. Donc, je vais écrire petit e, point, format. Alors, A. Vous voyez qu'il m'a écrit 1,223, 10 puissance 5. Et si je ne veux que 2 chiffres après la virgule, eh bien je précise que je ne veux que 2 chiffres après la virgule. Je me suis trompé, bien évidemment. 2 chiffres. Non, ça c'est 2 exposants. Et donc il faudrait que je fasse, je crois, point 2. Là, je me suis trompé. Non. Oui, pardon, c'est 2F. 2F, non. C'est point 2F. Voilà. Donc ça, c'est 2 chiffres après la virgule. Et je suis en train de me tromper. Ah, c'est bon. Point 2E. Point 2E. Donc il faut bien préciser que c'est 2 chiffres après la virgule, donc c'est point 2E. Et sous écriture, donc E, ça veut dire en fait ici, c'est écriture d'ingénieur, donc engineer. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit E. D'ailleurs, c'est ce que j'écris ici. Et je peux même préciser le nombre de chiffres avant la virgule. Donc c'est par exemple en écrivant 3 chiffres avant la virgule. Ah non, un seul. Ici je peux pas. Ici je peux pas. Oui, c'est cette écriture là-bas. Bon, ici je peux mettre qu'un chiffre après la virgule. Avant la virgule. Voilà, tac. Enfin, il y a un autre truc aussi qui peut être intéressant, c'est de faire des conversions entre écriture binaire, écriture hexadécimale et écriture comment dirais-je, décimale, mais ça on reviendra dessus un peu plus tard. Alors, on va s'arrêter là parce que je vais vous laisser en fait réfléchir aux exercices qui sont ici. J'ai mis un corrigé sur le papier que je vous ai distribué, mais vous pouvez bien sûr me poser des questions si vous ne comprenez pas. D'accord? L'exercice 5 étant pour le coup un peu plus compliqué et méritera vraiment en fait que vous y réfléchissiez. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à me poser des questions.